Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Cette actualité, vous l'entendez évidemment depuis le début de la matinée sur Sud Radio, lundi 7 octobre, un an depuis cette attaque meurtrière, cet attentat, ce pogrom perpétré par le Hamas il y a un an. Plusieurs milliers de morts, des détenus, des otages qui sont toujours détenus 7 octobre, un an après. Le monde a changé, la France a changé. On va revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron il y a 2 jours et puis sur d'autres sujets bien évidemment. Je voulais qu'on commence peut-être tout de suite. On fera vos coups de cœur et vos coups de gueule après, mais certains sont en lien avec ce sujet. Alex, on va commencer peut-être avec vous. Vous vouliez revenir sur ce qui s'est passé dans un des kibboutz. Oui, effectivement, il y a un an, donc vous avez dit c'était le 7 octobre, on célèbre, on commémore ce triste anniversaire aujourd'hui. Et moi ce matin, pas que ce matin en fait, pour être tout à fait transparent avec vous, un peu tous les matins de toute cette année, je pense ce matin très fort à deux jeunes gens qui s'appellent Sivan et Nahor, dont on m'a raconté l'histoire il y a quelques mois, parce que j'avais voyagé en Israël dans le cadre de la réalisation d'un documentaire que j'ai du mal à pousser sur les antennes, parce que c'est un sujet qui est compliqué à convaincre les dirigeants d'antennes. Oui, pardon, j'entendais Arthur ce matin sur CNews qui disait qu'il n'y a que CNews qui a diffusé son documentaire et qui le rediffuse ce soir, qui est le documentaire tiré des images, des images même des terroristes. Donc il disait, voilà, c'est la vérité brute, aucune chaîne n'a voulu le diffuser à part CNews. Mais c'est pas le seul, je peux vous dire que tous les producteurs de Paris qui essaient de parler de ce sujet, on se cogne la tête contre un mur. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Non, moi je pense à eux parce que j'avais effectivement filmé des images dans ce kibbutz de Kfar Aza. Vous savez que Kfar Aza, c'est un kibbutz qui est à la frontière de Gaza. Vous voyez Gaza, d'ailleurs, quand j'avais voyagé là-bas, on entendait le bruit des combats, parce que Gaza est situé vraiment à quelques mètres derrière ce kibbutz. Et j'avais été reçu par une jeune fille qui s'appelait Ron, qui avait 25 ans, qui était en études d'architecture et qui était revenue dans ce kibbutz pour pouvoir quitter son kibbutz d'origine, pour pouvoir le faire visiter et raconter ce qui s'était passé. Et elle m'avait accueilli pendant quelques heures et elle m'avait fait visiter ce kibbutz et toutes ces histoires. Et une m'avait particulièrement marqué. C'était au bout d'une allée qu'ils appelaient le quartier des jeunes. Elle m'avait amené devant une maison, une maisonnette, c'était 15-20 mètres carrés maximum. Et devant, vous aviez la photo de 2 jeunes gens de 23 ans, Nahor Hafidim et Sivan El-Kabetz, qui étaient 2 jeunes de 23 ans qui s'étaient rencontrés à 17 ans. Ils étaient venus vivre dans ce kibbutz parce que les parents de Nahor habitaient là, ils voulaient se rapprocher de ses parents. Et ils avaient perdu la vie ce 7 octobre au retour de Nahor dans sa maison. Je pense à eux très fort parce que je pense aussi à leur maman qui n'avait pas pu remettre les pieds avant un mois dans cette maison et qui l'avait transformée en mémorial. Et j'ai pu visiter cette maison, j'ai même pu filmer et j'ai les images et j'espère pouvoir les montrer un jour. Je pense à eux parce que tous les matins, je me dis qu'ils ont vécu l'horreur. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en pensant à eux, je pense aussi au plafond que j'ai vu. Et le plafond était criblé de balles. C'est-à-dire que ce jour-là, on les a pas tués, on les a achevés, on a cherché à leur faire mal, à leur faire vivre l'enfer. Et dans cette maison, il y avait les messages projetés, les derniers messages que Sivan avait envoyés à son papa pour lui raconter l'horreur qu'elle vivait, et les derniers messages de son papa qui restaient sans réponse sur WhatsApp. Voilà, donc ce matin, je pense à eux, je pense à tous les habitants d'Israël, tous ces gens qui étaient finalement les gens dans les kibbutz. Il faut le savoir, ce sont des gens de gauche qui sont souvent pas d'accord avec Benjamin Netanyahou. Il faut savoir aussi qu'à Gaza, ce 7 octobre, il y avait plus aucun Israélien qui était dans Gaza et qu'ils ont envahi ces kibbutz pour tuer avec le sourire. Et je pense à eux parce que j'essaie de me mettre en perspective le fait que, dites-vous que c'est comme si 30 000 terroristes étaient rentrés en France ce jour-là, 30 000, et que 12 000 Français avaient été tués. Comment les Français, comment l'État français, comment la République française aurait pris ça? Est-ce que c'était pas une déclaration de guerre? Oui. Voilà. Et je dis pas que ça excuse tout, qu'il faut pas parler, qu'il faut pas arrêter la guerre, bien évidemment. Et puis d'ailleurs, je suis dans mon fauteuil bien tranquillement ici à vous raconter tout ça. Mais simplement, je veux avoir une pensée pour ces 2 jeunes gens ce matin, je répète leurs prénoms, Nahor et Sivan, et tous les autres. Et les otages français, vous voyez, je porte ce pins, je le porte jamais, mais ce matin, ça m'a semblé logique de le porter. Et tous les autres, je veux avoir une pensée pour eux, et ces 2 Français, Ohad Yahalomi et Ofer Calderon, dont on ne parle pas non plus, et qui sont franco-israéliens. Voilà, on ne parle pas d'eux. Il y a 43 Français franco-israéliens qui ont perdu la vie. Une question qu'on se posait ce matin, c'est dans les écoles. Alors, je vous ai pas présenté, j'étais un peu perturbée ce matin. À
Alexandra Spinner, vous êtes enseignante déléguée générale en charge contre la lutte contre le décrochage scolaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas dû y avoir aujourd'hui dans les écoles peut-être un mot, une commémoration, plutôt qu'un communiqué du ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation, qui recommande aux enseignants d'être prudents? Écoutez, on aurait tous aimé qu'il y ait un hommage dans les écoles, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, ces pogroms, c'est en réalité une attaque contre chacun d'entre nous. C'est une attaque contre nos valeurs, c'est une attaque contre l'Occident, c'est une attaque contre tout ce qui fait le socle de notre nation. Et oui, moi j'aurais aimé un hommage, une minute de silence, quelque chose dans les écoles, mais nous savons tous ici que ça n'était pas possible et que c'était faire prendre des risques à la communauté éducative. Oui. Je crois qu'on Alors Jean-Christophe on est dans un moment où effectivement dans le monde, on en parlait en hors plateau, les boussoles sont totalement affolées. Et donc, pourquoi je fais le lien avec ça, c'est qu'à l'école, dans le sanctuaire normalement de l'école, et en particulier républicaine en France, publique, laïque, dit-on, l'idée de fixer des points de repère, c'est intéressant. Alors moi, je suis peut-être moi-même encore, je pense que c'est au-delà de l'hommage. C'est-à-dire que c'est, si vous voulez, à un moment donné, sur l'hommage, c'est de l'émotion. C'est quelque chose qui fait pas partie de l'histoire encore, mais qui est encore là, présent tout de suite. Moi, ce que je pense, c'est que... Moi, je parle pas d'un hommage qui relève de l'émotion. Oui, non, mais quand je dis... pour moi, hommage, c'est relié à l'émotion. Précisément, il ne faut pas que ce soit de l'ordre de l'émotion. Voilà. Absolument. Moi, je pense que le point de repère, c'est juste pour préciser juste là-dessus. Je pense que c'est... ce qui s'est passé. Voilà, il y a... Évidemment que tout ce qui est bien ou mal peut être contesté selon d'où on aimait, ainsi de suite. Bon, là quand même, il faut que c'est aider des jeunes gens qui, pour beaucoup, sont environnés par d'autres versions, non pas seulement de l'histoire, mais de l'actualité, du vécu ici et ailleurs, de ce qu'on leur raconte en permanence. Et l'école, quelle qu'elle soit, et c'est pour ça que moi j'en veux beaucoup. Ça aurait pu être mon coup de gueule, si vous voulez, aujourd'hui. Je vous le dis, c'est que on doit être certain de ce qu'on aimait. Et à l'école aussi, on doit être certain de son courage. Et à l'école aussi, on doit être en capacité de dire là il y a une ligne, là il y a ça, là c'est bien. C'est pas simplement un message du président de la République, du Premier ministre, je ne sais qui. Il faut savoir dire, même quand on aimait depuis le ministère de l'Éducation nationale, à la présidence de la République, en passant par Matignon, dire aussi une vérité. Et cette vérité-là aujourd'hui, c'est dire qu'il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal. Il y a des endroits où finalement les choses se sont passées. Et quand vous parlez d'universalité, c'est ça dont on parle, hein. Absolument. C'est ce qui s'est passé évidemment ce jour-là, et là c'est important, mais ça permet effectivement d'évoquer, de le situer dans un contexte beaucoup plus large. Et je crois que ça, l'école, si vous voulez, elle peut pas. Oui, ce qui se passe encore, vous vous rendez compte, c'est qu'on a détourné le regard. Surtout on a encore détourné le regard. Il faut qu'on marque une pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On est ensemble jusqu'à midi. Cette actualité du 7 septembre, évidemment. 7 octobre, pardon. Excusez-moi. 7 octobre, il y a un an, le monde a changé. La France a changé. On entend aujourd'hui des propos qu'on n'imaginait pas entendre. Nous en parlions justement pendant le journal. On voit des manifestations pro-palestiniennes à Sciences Po, on voit un certain nombre de choses à Paris, mais évidemment aujourd'hui on pense, comme vous le disiez Alex Darmon, à ceux qui ont perdu la vie, à ces otages qui sont toujours retenus et à cette guerre contre le Hamas. On en parle avec vous ce matin, avec donc Alex Darmon, journaliste politique, votre chaîne YouTube Les Indécis, une chaîne de débat politique, et tous les vendredis matins, vous êtes face à Éric Tegner dans La Vérité en face chez Patrick Roger à 9h sur Sud Radio. Alexandra Spinner, vous êtes déléguée spéciale en charge de la lutte contre le décrochage scolaire. Vous êtes également enseignante. Et Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve les lundis, mardis et mercredis à 7h25 dans le Grand Matin Sud Radio et parfois dans les Vraies Voix. Et parfois chez vous. Et parfois chez moi, merci. Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Évidemment, émission largement consacrée à ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a un an, à ses répercussions à la fois politiques
politique et sociétale. On va continuer le tour de table de ce qui retient votre attention dans ce cadre-là aux uns et aux autres. Jean-Christophe Gallien, ça concerne le président algérien. Oui, qui lui, dans un contexte on est dans un moment méditerranéen particulier, mais plus largement, globalement particulier, les relations entre le Sud et le Nord, entre l'Europe et l'Afrique. Et lui vient mettre une pièce supplémentaire dans la difficulté relationnelle que nous avons autour de cette Méditerranée, qui est la nôtre finalement, que nous partageons, dans lequel il y a un destin évidemment commun. Et il monte d'un cran dans l'affirmation de quelque chose qui est anti-français, dans une conversation qu'il a lors d'une émission politique en Algérie ce week-end. Il déclare que la France a commis un double génocide en Algérie. Le premier étant de dire que quand les Français sont arrivés... Allez, au 19e siècle, il y avait 60 millions d'Algériens. Quand ils sont repartis, il n'y en avait plus que 9 millions. Et qu'en plus, ils voudraient maintenant qu'on aille chercher au cœur du désert de l'Algérie, qui n'était pas tout à fait l'Algérie à ce moment-là, puisque c'était pas configuré de cette manière en termes de pays. Eh bien, comme dans le Pacifique, les Français ont génocidé à partir du nucléaire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas s'il parle aux Algériens, s'il fait de la pression diplomatique, et j'enchaîne en disant qu'il refuse de venir en France. Il y a un voyage officiel qui était prévu, une visite importante. On se rappelle d'un match, on peut plus organiser de match entre la France et l'Algérie de football au Stade de France, parce que ça avait été une difficulté la dernière fois. On est face à quelque chose qui n'est pas serein. Tout ça est lié évidemment aux prises de position, notamment au choix diplomatique de la France de considérer le Sahara occidental comme marocain. Ça n'est pas responsable. Ça n'est pas responsable parce que, je vous le redis, les destins sont liés. Il y a une communauté, une diaspora et des franco-algériens, on va dire ça comme ça, parce qu'on est obligé de le dire comme ça devrait être des Français, mais qui sont franco-algériens dans ce pays, qui sont très nombreux, qui continuent à venir. Quand on a un président algérien dont on voit que la jeunesse, et même quand lui-même le fait dire à ses ministres, si vous n'êtes pas content, partez en France parce que il n'y a pas d'espoir à 20 piges, excusez-moi de le dire comme ça, en Algérie aujourd'hui, alors que c'est un pays qui est potentiellement un des plus riches du bord de la Méditerranée. Parce que pétrole, parce que gaz, parce que capacité agricole, touristique qui n'ont que très peu été développées. Moi, je lui en veux beaucoup parce que je pense que notre destin est plus large et commun et que cette histoire doit suffire, doit s'arrêter. C'est une autre histoire, si vous voulez, là aussi complexe, qui, si on prend pas garde, non pas devenir ce qui est en train de se passer et que nous, malheureusement, célébrons aujourd'hui, mais qui quand même, agité autour, en plus du phénomène religieux, là aussi, peut provoquer de graves difficultés, non pas en Algérie, mais ici aussi, en relation avec les événements dont nous parlons notamment. Ça nous amène sur la diplomatie française. Peut-être, Eric, on peut évoquer ce sujet avec vous. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. C'était il y a deux jours, le 5 octobre. Nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Alors, Benjamin Netanyahou lui a répondu... Comme jamais on a répondu à un président de la République, en disant que la honte de cette déclaration poursuivrait le chef de l'État français bien après la victoire d'Israël sur les groupes terroristes. Juste un mot quand même sur l'Algérie, parce que ça nous renvoie aussi à Emmanuel Macron. Absolument. Vous savez, il y a une très bonne interview dans le magazine d'Elisabeth Lévy-Causeur d'Alain Finkielkraut, qui, pour parler des allers-retours incohérents d'Emmanuel Macron en matière diplomatique, parle d'une démarche titubante. L'Algérie, c'est typiquement ça. Vous vous souvenez, quand il fait campagne, Macron explique que la guerre d'Algérie était un crime contre l'humanité. Puis quelques années plus tard, il explique que la junte militaire au pouvoir, M. Tebboune n'est que la marionnette des militaires algériens au pouvoir, que cette junte militaire utilise la guerre d'Algérie comme une rente mémorielle. Vous voyez, donc il a une espèce de démarche titubante sur des sujets qui sont extrêmement à vif. Et pour le coup, c'est la même chose sur sa déclaration concernant le désarmement. Le fait, d'abord, la France ne fournit pas d'armes à Israël. Les États-Unis et Israël en produisent en interne. Alors on envoie quelques composants, paraît-il, très bien. Mais surtout, comment est-ce que vous voulez qu'on ait une colonne vertébrale diplomatique sur le sujet de la guerre au Moyen-Orient quand vous avez le même président de la République qui, le 23 octobre 2023, donc quelques jours après le pogrom du 7 octobre, explique qu'il faut monter une grande coalition contre le Hamas. Si vous montez une coalition contre le Hamas pour poursuivre ces terroristes, il faut forcément des armes. Et puis, pardonnez-moi, on peut comprendre la logique.
qu'essaie d'installer le président de la République. Si vous voulez un cessez-le-feu, il faut arrêter les armes. Mais sauf que la guerre a été déclarée par le Hamas à Israël, et que si, à mon sens, Israël ne va pas au bout des choses avec le Hamas ou le Hezbollah, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, vous laisserez le Hamas ou le Hezbollah reconstituer leurs forces grâce aux milliards d'euros que l'Iran verse chaque année au Hezbollah, et de nouveau, il y aura une attaque sur Israël. Donc, je veux dire, ces deux logiques s'opposent, mais pardonnez-moi, qui déclenche la guerre le 7 octobre, puisqu'on commémore ce pogrom? Ben, c'est le Hamas. Enfin, c'est le Hamas qui massacre des jeunes enfants qu'on a vus se faire tirer dessus comme des animaux dans un safari en Afrique qu'on n'oserait même plus montrer. C'est quand même le Hamas. C'est assez incompréhensible. Alors, Alex, non, c'est incompréhensible, mais il faut quand même dire les choses. Aujourd'hui, la guerre, c'est pas Israël contre le Hamas. La guerre, c'est Israël contre 7 fronts. Il y a 7 fronts face à l'État d'Israël aujourd'hui, d'accord? La guerre, plus globalement, c'est Israël contre l'Iran. Et moi, je ne comprends pas qu'un président de la République, comme Emmanuel Macron, un président de la République française aujourd'hui, ne se rende pas compte de ça. Si Israël perd la guerre aujourd'hui, il n'y a plus d'Israël. Si l'Iran perd la guerre aujourd'hui, c'est la fin du régime iranien. C'est complètement différent quand même. Il y a quand même un combat pour l'Occident aujourd'hui. On sait qu'on n'est pas amis normalement l'Occident avec le régime des ayatollahs en Iran. Enfin, je crois, je ne sais pas. Et donc, si on ne se rend pas compte... On pourrait presque en douter. Non mais attendez, on est quand même une démocratie comme l'État d'Israël. Aujourd'hui, si on ne se rend pas compte de ça, c'est qu'on n'a rien compris à la diplomatie. Et j'aimerais rajouter une chose, excusez-moi. C'est quand même incroyable de dire, quand on est président de la République française, qu'on ne doit plus livrer d'armes à l'État d'Israël, et que dans le même temps, on en livre sans aucun problème au Qatar, sans aucun problème à l'Arabie Saoudite, qui mène des guerres, mais honteuses. Et on en vend, et on en livre, et on fait tout ce qu'on veut avec, on fait du commerce avec eux, et que tout le monde trouve ça normal. Voilà. C'est franchement une faute politique et une faillite morale de la République française. Comment vous l'expliquez, cette sortie d'Emmanuel Macron, qui se reprend d'ailleurs le lendemain? Après, Alexandra, puis après... En réalité, on s'aperçoit qu'avec Emmanuel Macron, au fond, une fois sur deux, on est d'accord avec lui, puisqu'il dit tout et son contraire. Donc tout le monde peut y trouver... à boire et à manger. Non, ce qui est terrible quand même, c'est évidemment le peu de sens du timing, je dirais. Comment on dit en français ? 2 jours avant cette octobre. 2 jours avant ce qui a été le plus grand massacre de juifs au monde, tenir des propos... Depuis la Shoah. Depuis la Shoah, oui, bien sûr. D'oser dire une chose pareille pour finalement après se reprendre, mais au fond, en disant cela, il a quand même nourri tous les pourquoi il fait ça? De l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Non, c'est du clientélisme. Oui, du clientélisme, c'est-à-dire quoi? Pour flatter un électorat. C'est pour flatter un électorat. Et la France insoumise est d'accord avec Macron. C'est quand même à noter. Évidemment. Et puis moi, je trouve quand même, c'est la honte quand même d'être salué par Rima Hassan, par Mélenchon, qui d'autre a salué De Villepin, sans doute. Oui, Dominique de Villepin, évidemment. Son interview sur France Info ce matin. Voilà. Il adore. On va marquer une pause. Je vous donne la parole, Jean-Christophe Gallien, tout de suite après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour le 10h midi, 7 octobre, 1 an après. Le monde a changé, la France a changé. Emmanuel Macron, lui, n'a pas changé. Il dit tout et son contraire. Et puis la gauche qui peine à trouver sa place. Mais c'est important de parler aujourd'hui du 7 octobre. On l'a fait avec Valérie Abécassis, dont je vous recommande vraiment le livre Place des otages, paru aux éditions du Cerf, où elle raconte pendant 1 an ce qu'elle a vécu à Tel Aviv. Jean-Christophe Gallien, on parlait d'Emmanuel Macron, qu'on cesse de livrer des armes à Israël. Benjamin Netanyahou lui a répondu dans une très grosse colère. Du coup, Emmanuel Macron a dit non, mais c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. L'Élysée qui a dit ça, c'est pas lui. Oui, c'est l'Élysée, absolument, vous avez raison. Alors en même temps, juste préciser le contexte, il était à un sommet de la francophonie et il avait devant lui des chefs d'État africains. On connaît la francophonie, on sait que c'est majoritairement représenté et composé de pays africains et arabes. Oui, et donc quand on émet vers ce sud global, c'est vraiment là pour le coup. C'est pour ça que je voulais juste... Pour avoir préparé pour des acteurs qui sont dans cette assemblée
général les sommets de la francophonie qui revenaient en France, c'est clair que quand on regarde comment ils votent à l'ONU, comment ils se comportent de manière diplomatique, je vais vous dire, politiquement et géopolitiquement, c'est pas des amis d'Israël, très concrètement. Par contre, quand on les connaît bien, je veux dire qu'ils achètent aussi de la technologie, que quand vous allez chez eux, il y a des cartes de visite de grandes compagnies israéliennes de sécurité, de défense, ainsi de suite, qui traînent et que vous voyez partout. Donc on est dans ce monde-là. Donc reprocher à Emmanuel Macron, effectivement, sa diplomatie titubante, louvoyante, ça existe en diplomatie parfois, mais c'est jamais le même homme qui le fait. C'est pas le chef d'État qui change de voie et qui slalome. On utilise plusieurs voies. On a un ministre des Affaires étrangères très important, pas Monsieur Dominique Villepin, mais d'autres qui ont Monsieur Kissinger, vous voyez, avec ses présidents, ils jouaient de cette manière-là. Mais souvent, s'il y a de la diplomatie, du silence. Et en l'occurrence, c'était parti comme ça parce qu'on avait demandé à la France d'intervenir, soi-disant, parce que la France fait croire qu'elle avait des liens assez encore importants, en tout cas clair, que c'était la seule qui pouvait parler au Hezbollah, donc en partie à l'Iran, pour ce qui est le monde occidental. Les Américains ne le parlent plus, Israël évidemment continue à parler au Hezbollah, contrairement à ce qu'on pense avec Nasrallah, il y avait des conversations, c'était une réalité, mais la France était l'acteur extérieur, la puissance extérieure qui pouvait, la puissance extérieure qui pouvait parler au Hezbollah. Et puis il y a eu l'élimination de Nasrallah et la France s'est retrouvée un peu en difficulté dans ce contexte. Et donc c'est vrai que on sait que Emmanuel Macron a pas tellement été un peu choqué ou en tout cas embêté par rapport à ce truc-là. Donc c'est pas pour légitimer sa position, c'est pour dire que il parlait à des pays qui effectivement géopolitiquement, même s'ils commercent avec Israël, sont pas des amis d'Israël. Donc il voulait avoir une parole. La France est en difficulté par rapport à l'Afrique et à d'autres parties du monde. C'est pas très efficace non plus parce que les gens attendent pas ça de lui d'ailleurs, entre parenthèses. Et puis de l'autre côté, il y a eu cet épisode de Hezbollah qui fait que on croyait être ceux qui pouvaient, ancien protecteur du Liban. Tu connais mieux que moi cette zone-là. C'est Emmanuel Macron qui a abîmé la relation de la France avec l'Afrique. C'est lui qui a commencé à abîmer cette relation. Et moi, je trouve que précisément au sommet de la francophonie, c'eût été l'honneur de la France de dire des choses clairement. Et cette parole, elle est dégradante pour notre pays. Elle n'est pas audible, je peux vous assurer, pour bien connaître ceux qui étaient en face, qui n'attendent pas ça. C'est pas un message, ils n'ont pas envie qu'on parle d'Israël ou de Palestine, on parle de leur relation eux. Et voilà, il y avait d'autres sujets à traiter. Surtout que la France, il a ajouté, ne vend pas d'armes. Oui. Est-ce qu'il a demandé en même temps au Hezbollah, à l'Iran, au Hamas de se désarmer? Pardon, excusez-moi, mais est-ce qu'il a fait ce message-là? Eric, il est tout de même désavoué par un certain nombre de proches, dont Yael Braun-Pivet, qui dit qu'il ne faut pas désarmer Israël. Donc ça témoigne quand même d'une chose, c'est l'affaiblissement considérable de la parole du président de la République, à la fois en interne et en externe. La façon dont Netanyahou a renvoyé, si j'ose dire, le président de la République dans ses buts, à mon sens, c'est du jamais vu officiellement. On sait par exemple que ça s'était très mal passé sur un autre sujet entre Poutine et Sarkozy. Et que Sarkozy était ressorti un peu tremblant d'un entretien avec Poutine. Mais là, si vous voulez, c'est public. Donc ça veut dire que la parole du chef de l'État est considérablement affaiblie pour que, à la fois en extérieur, mais en intérieur, des proches d'Emmanuel Macron, Madame Braun-Pivet doit tout au président de la République dans sa carrière politique. Mais si vous voulez, ce qui est quand même inexcusable, pardonnez-moi, c'est que le président de la République avait refusé de s'associer, vous en souvenez, juste après le 7 octobre, à une marche contre l'antisémitisme. Le président de la République, chef des armées, n'a même pas salué la mémoire de nos 58 parachutistes tués par le Hezbollah au Liban. Évidemment que moi j'ai une pensée quand même forte pour les populations civiles à Gaza, au Liban, que je connais un peu, parce que le Liban est un pays martyr, faut jamais l'oublier. Le Liban, il a vu le Hezbollah mettre en coupe réglée ce pays. Vous avez 3 millions de Syriens qui occupent, qui sont sur le sol libanais. Vous n'avez plus de gouvernement au Liban, vous n'avez plus de président. Vous avez des députés du Hezbollah qui sont donc au Parlement libanais. Vous avez un système bancaire qui ne fonctionne plus. Le pays est à genoux. Il faut aussi penser à la population libanaise. Faut pas l'oublier. Il faut le dire. Mais pardonnez-moi, ce qui me rend un peu, pardonnez mon ton, mais un peu fou, c'est que le chef des armées, le président de la République, n'a même pas, au moment de la fin de monsieur Hassan Nasrallah, eu un mot public pour dire... Il a quand même tué 58 de nos soldats. Et puis l'attentat rue de Rennes.
civils tués rue de Rennes, c'est pareil. Excusez-moi, c'est des Français aussi qui ont été assassinés. Alors, est-ce qu'il y a une peur? J'en sais rien. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce qu'il y a une peur est-ce qu'il y a des intérêts qui nous dépassent? Il est dépassé lui-même. Est-ce qu'il y a une peur de voir de nouveau une vague d'attentats se perpétrer sur le sol français? Mais enfin, c'est un aveu de faiblesse incroyable. Est-ce qu'un pays comme le nôtre peut montrer qu'il a peur? Non, ça n'est pas possible. Mais je dis ça, mais je n'en sais rien parce que j'essaie de trouver une réponse à l'incohérence des propos du chef de l'État. On parlait de l'école tout à l'heure, quand même, ne pas avoir, je vous le redis, pour moi, c'est un marqueur essentiel. Détourner le regard à l'école, mettre ça sous le tapis, avoir peur d'évoquer dans le sanctuaire républicain où on fabrique demain les petits Français et les grands Français de demain, et ben c'est quand même triste. C'est-à-dire que pour le coup, là, c'est l'absence de courage pour moi, elle est plus grave à cet endroit-là que ne pas dire que Nasrallah ou je sais pas quoi, c'est pas grave. Je suis d'accord avec Jean-Christophe, mais ça date pas du 7 octobre, ça. Enfin, qu'à l'école, on ait peur de parler, des Juifs, de la religion juive, que les Juifs se cachent à l'école. Je vous rappelle que les territoires perdus de la République, ça n'est pas le 7 octobre, malheureusement. Même au-delà de ça, il y avait une occasion absolument. Oui, mais est-ce que l'occasion vraiment en vaut le risque? Pardon ? Parce qu'on est en pleine crise politique aussi en France. C'est l'une des raisons pour lesquelles la parole du chef de l'État est tellement abîmée et dévalorisée dans notre pays. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce soir la prise de position de la déclaration de Michel Barnier devant le CRIF. Ça va être très intéressant parce que Michel Barnier, on l'a oublié, il s'est pas gêné de critiquer. C'était en creux mais assez net le président de la République dans son discours devant l'Assemblée nationale. Alors sur un sujet qui n'était pas celui-ci. Mais comment est-ce que aujourd'hui un homme politique français ne peut pas prendre position de manière claire sur ce sujet? Alors je rappelle quand même, parce qu'il faut avoir un peu de mémoire, que Netanyahou n'a jamais vraiment été la tasse de thé des présidents de la République. Vous vous souvenez que Chirac... Mais il ne s'agit pas de Netanyahou. Non, mais je vous le dis, parce que... Non mais c'est important. Je pense que si le président de la République était resté cohérent avec lui-même, il n'aurait pas eu cette réponse cinglante de Netanyahou. Netanyahou, il fait de la politique. Netanyahou devra expliquer le pogrom du 7 octobre. On attend qu'une commission d'enquête soit mise sur pied en Israël, pays de la démocratie. Tout ça viendra en son temps, si vous voulez. Mais c'est vrai que cette sortie d'Emmanuel Macron à 2 jours de la commémoration du pogrom, pardonnez-moi, mais il est complètement hors sol. Julien Drey tweetait il était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, qui sont les maîtres d'Emmanuel Macron? Pour le savoir, lisez le communiqué du Qatar. Le Qatar salue l'appel du président français à cesser de livrer des armes à l'occupation d'Israël. Salué par le Qatar, par Rima Hassan. Il dit j'accuse la diplomatie française d'être sous influence. Ça, c'est le point de vue de Julien Drey. Mais effectivement, quand on a le Qatar qui soutient une déclaration sur un sujet aussi grave du président de la République, on peut se poser des questions. Quand on voit la petite télégraphiste du Hamas saluer la déclaration du président de la République, on peut aussi s'interroger. Enfin, je veux dire, quand Rima Hassan se réjouit d'une déclaration d'Emmanuel Macron, je pense que là, c'est le moment de s'inquiéter de notre politique étrangère. Mais vous savez, ce qui est terrible, c'est que à aucun moment le président de la République n'a pu dire que... On sait, voilà, j'entends ce mot toujours, le cessez-le-feu, le cessez-le-feu, le cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu, il a été rompu le 7 octobre par le Hamas. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Israël est en guerre contre les terroristes, mais qui sont nos ennemis également. Et ce serait tellement simple de l'expliquer de cette façon-là. Ouais. Vous avez aujourd'hui une parole qui... C'était très bien dit par Eric. Michel Barnier, aujourd'hui, c'est une sorte de président du Conseil du néo-4ème République. Mais je n'ai aucun doute sur ces déclarations ce soir. Je suis certaine qu'il sera... Mais exactement. Mais justement, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que il y a eu un affaissement temporaire, on ne sait pas combien de temps, peut-être jusqu'à un départ, en tout cas on ne sait pas trop, du président de la République et de l'institution élyséenne. C'est-à-dire que dans l'édifice institutionnel français, quand je dis président du Conseil, c'est-à-dire qu'il est un peu plus qu'un Premier ministre, alors même qu'il est très fragile. Donc on attend une parole qui soit aussi forte que celle de quelqu'un qui est finalement à ce moment-là incarnant de la politique française. Qui a émis une parole claire ce week-end? Je vais vous le dire, j'ai commenté l'actualité du week-end, les déclarations de Glucksmann, de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'était très clair sur cette affaire. En termes de candidature, hier elle était candidate, non seulement aux législatives anticipées potentielles, mais à une présidentielle qui arrive forcément en 2027 et anticipatoire potentiellement. Il y a besoin que chez les Républicains, que chez les socialistes, que chez les gens d'Ensemble pour la République et ainsi de suite, on ait une parole claire. Et pourquoi aujourd'hui, je suis désolé, pendant le week-end,
week-end. Ouais. Seul est clair Marine Le Pen sur ce sujet. Alors, on va y revenir. Attendons, mais oui, on la attend. parole est très très claire. Non, mais on peut attendre évidemment. Non, mais Alexandra, ce week-end. Alors, tous les responsables politiques LR sont, je crois, très très clairs sur ce sujet. Il n'y a aucune ambiguïté. Est-ce qu'il y a eu une parole claire? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un au nom de LR qui s'est exprimé? Vauquier, qu'est-ce qu'il a dit ce week-end là-dessus? On est le 7 octobre. Où est la parole? Moi, je suis désolé. Ouais. Je dis pas ça pour faire la promotion de quelqu'un. Je dis, je le regrette en tant que Français, dans un contexte où on dit que le président de la République lui-même est louvoyant. Donc on attend Michel Barnier ce soir, j'espère, j'en doute pas. Qui sera debout. Mais j'espère qu'il le fera pour son président de groupe et aussi pour le président du Sénat. Et puis on parlera avec vous dans un instant, Alexandra Spinner, aussi de la France insoumise. À tout de suite. Absolument. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on continue de parler du 7 octobre. On va parler un peu d'économie aussi avec vous, Éric Revel, dans un instant, avec des déclarations de Gérald Darmanin. Mais Alexandra Spinner, on va parler de la France insoumise avec vous. C'était votre coup de gueule. Oui, la France insoumise qui n'en finit pas de nous écœurer, puisque Mélenchon a appelé à arborer les drapeaux palestiniens dans les universités. Et ça n'est finalement que le point d'orgue d'un an d'inversion des valeurs à la France insoumise. Mélenchon, c'est comme dans Orwell, la guerre, c'est la paix, il glorifie le bourreau. Mais ce n'est pas qu'un an d'électoralisme, c'est un an d'une doctrine qui consiste à tout mettre au nom d'une dialectique qui assimile l'existence même d'Israël à une œuvre coloniale. Et ça, c'est une telle irresponsabilité quand on voit les dégâts monstrueux dans nos universités qui sont censées être le lieu de la lumière, de l'universalisme, du débat, de la connaissance. Mélenchon s'est nié tout ce qui devrait faire le combat d'une gauche humaniste, qui transforme des lieux de savoir en lieux de propagande, qui nie la tragédie d'un massacre dont, vous l'avez dit, Valérie, est le pire massacre depuis la Shoah. Et quand il s'agit de juifs, d'un viol, quand il s'agit de femmes juives, il est toujours là pour le nier. Et nier l'antisémitisme qui déferle en France, en partie aussi à cause de lui, pour s'attirer les bonnes grâces d'un électorat qu'on imagine très friand de paroles pleines de haine. Voilà, on a laissé sa bande de transformer en ZAD l'Assemblée nationale au point de la souiller. Moi, je salue évidemment la fermeté de Patrick Hetzel. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur. Ministre de l'Enseignement supérieur, oui, qui ne souhaite pas et qui combat pour que l'université ne devienne pas l'incubateur du cancer islamiste. Mais je redis ici que le danger est tout près. Oui. Et nous ne sommes pas loin de basculer. Mais il y avait un sondage de la Fondapol qui révélait une progression importante des préjugés antisémites chez les musulmans de France. Plus ils sont pratiquants, plus ils sont antisémites, et les chiffres sont assez effrayants. C'est un phénomène massif, et on parlait hors antenne de cette libération de la parole qu'on a tous constatée. Alors, je disais précédemment, moi j'ai une amie qui a été traitée de sale juive, qui n'était pas juive d'ailleurs, elle a porté plainte, il y a eu une condamnation. Que 20% des actes antisémites où les juifs osent aller porter plainte. Elle est allée porter plainte, ça a été jugé en comparution immédiate, il y a eu 5 000 € d'amende qu'elle a reversé à une association, et 3 mois de prison avec sursis, ce qui était quand même assez... c'était important de le dire, mais il y a cette libération de la parole. Et moi j'ai une pensée émue pour la jeunesse juive qui, à cause de Mélenchon, va être à nouveau ciblée, harcelée et devra raser les murs. Parce que c'est ça la réalité dans les universités françaises aujourd'hui. Voilà. Alors on a quand même une petite raison d'espérer, puisque l'excellent Frédéric Dabi nous dit dans un de ses sondages que désormais c'est LFI qui apparaît comme un parti repoussoir. Puisse-t-il l'être jusque dans les urnes? On a l'assistant parlementaire d'Ercilia Soudet qui appelle à l'intifada dans les rues de Paris et partout. La préfecture de police a saisi le procureur. Mais Ercilia Soudet elle-même est une insulte à la démocratie. Malheureusement, je trouve très optimiste, parce que c'est l'université, pour bien la connaître et pour l'avoir quittée il y a quelques temps.
ça remonte à quelque chose qui est beaucoup plus fondateur et beaucoup plus ancien. C'est-à-dire que si vous allez notamment dans tout ce qui est l'univers des sciences sociales, dont Sciences Po se trouve au cœur en partie, mais vous pouvez aller à l'école des hautes études en sciences sociales et ailleurs, où on fabrique non seulement l'élite politique potentiellement, mais aussi une partie de ceux qui travaillent sur les sujets. Ça veut dire que même quand vous faites un travail doctoral ou postdoctoral aujourd'hui, vous n'avez aucune chance d'ouvrir les lumières, le curseur vers quelque chose qui est différent de ce qui est pensé, qui aujourd'hui infuse pratiquement partout, si vous voulez, à l'université, et pas simplement les étudiants, les enseignants, le corps administratif, enfin tout ce qui fonctionne autour de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a abandonné? Parce que si vous regardez, ne serait-ce qu'avec Emmanuel Macron, il y a eu combien de ministres d'éducation, combien de ministres de l'enseignement supérieur? Dans la durée, avant, il n'y a pas de continuité, il n'y a aucune prise de contrôle à l'université aujourd'hui, et c'est bien normal sur la liberté des universités, chère à Valérie Pécresse en particulier, mais en réalité, on se retrouve face à quelque chose qui est là depuis très longtemps. C'est comme une inception, si vous voulez, ça remonte aujourd'hui parce qu'il y a eu cet événement, et que parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi politiquement, les filles, ne croyez pas que c'est juste, on s'est accoquiné avec une bulle d'antisémitisme. On a travaillé en profondeur sur une population qui s'appelle la France créolisée. Quand ils travaillent plus que Frédéric Dabi, au fond, sur les études Cali et Canty à l'intérieur de cette population, ils savent qu'antisémitisme, ça résonne. Anti-juif, ça résonne. Anti-catholique, ça résonne. Anti-blanc, ça résonne. Il faut le dire clairement. Et donc, quand vous le faites, et vous faites du développement politique en profondeur, ça donne ça à la sortie. Mais c'est pas innocent, et c'est du gain-terrain politique, de la mobilisation politique qui aujourd'hui fait 15, 20, 30% de mobilisation de cet électorat. Mais quand vous serez à 50, 60, vous verrez qu'à ce moment-là, oui, les étudiants juifs pourront se poser quelques questions. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il faut bien comprendre que on forme les élites de demain, et qu'une partie de ces élites a pris le parti des tueurs. Enfin, quand on parle de Sciences Po, c'est une centaine d'étudiants. Il y a une minorité qui prend le pouvoir. Mais c'est l'enseignement, c'est l'enseignement qui est concerné. J'aimerais juste savoir, sujet de recherche. Il y a eu un ministre de l'Éducation nationale qui a duré 5 ans, qui était Jean-Michel Blanquer, et qui, à mon avis, a payé justement le fait de vouloir être un peu dur avec... Non, il était en double discours. C'est pas vrai. Jean-Michel Blanquer, vous pouvez pas dire ça. Il n'était pas dans un... d'avoir employé ces termes-là. Mais juste, j'aimerais répondre, c'est que ce qu'il y a de plus terrible dans tout ça, je vais vous dire, c'est que moi je me suis habitué, en fait, aux outrances de la France insoumise, à cet inversement des valeurs. Je me suis habitué au fait que il faut toujours aller plus loin pour toujours plus choquer. Mais je me suis aussi habitué au rôle de l'ONU, qui est quand même l'organisation internationale qui sanctionne le plus l'État d'Israël, qui est l'un des pays les moins peuplés au monde, qui appartient à l'ONU, avec 20 résolutions chaque année adoptées contre Israël et aucune contre les autres dictatures. Je me suis habitué à entendre que l'État d'Israël... C'était... Parce que l'Israël n'est pas une dictature. Non, mais justement, les autres dictatures qui sont des dictatures, alors qu'Israël est une démocratie, je me suis aussi habitué à entendre que l'État d'Israël est un État génocidaire. Enfin, vraiment, c'est à retourner, l'inversement des valeurs, encore une fois. Un génocide, quand même, où vous prévenez les gens avant de bombarder. Et c'est horrible. Et je vous dis franchement, sincèrement, j'ai le cœur qui saigne, vraiment, pour le Liban aujourd'hui, parce que moi, mon meilleur ami, il est libanais, je vais vous dire, et que il n'arrive pas à me parler au téléphone, et que je peux le comprendre. Et c'est pas que je peux le comprendre, c'est que je dois le comprendre. C'est terrible. J'ai le cœur qui saigne pour ces enfants gazaouis, comme pour les enfants israéliens, parce que la guerre, c'est horrible. Mais il faut quand même dire une chose, c'est pas un génocide ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Quand vous avez des couloirs humanitaires créés et adaptés par Israël, c'est pas un génocide. Quand vous avez des vaccins qui sont distribués sous le contrôle de l'État d'Israël, qui est en guerre avec le Hamas et pas avec les Palestiniens, ce n'est pas un génocide. Et en fait, on s'est habitué à plein de choses parce que souvent le nombre est plus important que le fond et que la vérité des choses. Et ça, c'est très 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 grave. C'est la fin même, je pense, d'un système, d'une démocratie mondiale et d'une échelle de valeurs qu'on ne respecte plus. Oui, Eric, sur cette effectivement libération de la parole, le fait qu'on soit habitué à entendre des choses comme celle-là. Oui, c'est tout à fait juste. Ce qui est frappant, c'est que, on a l'impression parfois d'être dans un cauchemar. C'est-à-dire, si on nous avait expliqué il y a encore quelques mois, quelques années, que l'antisémitisme le plus vil renaîtrait de cette manière. Dans un pays comme le nôtre, moi c'est ça qui me bouleverse le plus, c'est de voir que, au-delà de l'alimentation politique de certains et qui sont bien montrés du doigt, et c'est normal, mais vous vous rendez compte, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est la 2e ou 3e fois publiquement que des gens sur le sol français à Paris appellent à l'intifada dans les villes françaises.
dans les villes françaises. Ouais. Donc là, on n'est même plus à se poser la question de savoir si on importe intellectuellement ou idéologiquement le conflit Gaza ou Liban en France. Là, en fait, ce que veulent ces gens, c'est déclencher une guerre. En fait, l'intifada, c'est une guerre, avec des pierres à l'origine, mais ça veut dire que ces gens appellent à ce que une partie des musulmans ou des islamistes prennent les armes pour... Mais, et tout ça, bon, évidemment, il y a la justice qui suit son cours, mais est-ce que vous pouviez imaginer, il y a encore quelques années, que certains appelleraient dans des meetings publics dans les rues de Paris à l'intifada en France ? Oui. Moi, ça me choque profondément. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue de commenter l'actualité. L'actualité, c'est aussi cette interview aux Échos. Éric Revel, c'est votre coup d'interrogation, on va dire, interview de Gérald Darmanin ce matin. D'abord, on parlait du timing du président de la République sur cette déclaration à la veille des commémorations du 7 octobre. Et là, de la même manière, je m'interroge depuis ce matin pour cette interview de Gérald Darmanin dans Les Échos, alors qu'on est le 7 octobre, alors qu'il a été ministre de l'Intérieur, alors qu'il sait ce que c'est que la lutte contre le terrorisme, pour lancer une idée qui n'est pas du tout sur ce thème-là, qui est sur le thème de l'abrogation des 35 heures. J'avoue que le timing, là aussi, est assez surprenant. Sujet grave, sujet important. Non, mais très bien. Enfin, d'abord, je lui ferai remarquer qu'il a été ministre de l'Intérieur pendant X années, membre d'un gouvernement. Si cette idée lui tient très à cœur, il pouvait la mettre en place ou l'évoquer bien avant. Si vous voulez. Bon. Maintenant, sur la mesure elle-même, le constat est juste. Les Français travaillent pas assez. Je regardais si vous prenez le nombre d'heures travaillées, bon, alors c'est un peu large. En Europe, il y a quasiment que la Finlande qui travaille moins que nous. On est le seul pays à avoir mis de manière légale les 35 heures en place, quand même. Bon, c'était une idée de Strauss-Kahn. Alors, soi-disant, il voulait pas que ça aille si loin. Mise en place par Martine Aubry. Bon, mais après, Gérald Darmanin, moi, j'aimerais bien l'avoir là, sous la main, pour lui poser une ou deux questions. Il dit, vous lui demanderiez quoi ? Je lui demanderais comment est-ce que les PME ou les TPE vont pouvoir payer 38 heures, alors que souvent, elles ont des trésoreries compliquées. Il dit, il faut payer avec la participation et l'intéressement. Mais monsieur le ministre, c'est pas fait du tout pour ça, la participation et l'intéressement. C'est pas une hausse de salaire. Puis de la même manière, dans la fonction publique, alors j'adore le jeu de bonneteau des hommes politiques. Alors je vous prends le rapport de la Cour des comptes, qui dit il y a 100 000 fonctionnaires de trop dans la territoriale. Bon, ça rapporterait à partir de 2030 4 milliards d'euros. Bon, très bien. Donc du coup, je fais passer la fonction publique à 37 heures, je la paye 37 heures avec les 4 milliards d'euros que j'aurais récupérés quand j'aurais supprimé 100 000. Attendez, ça ne marche pas. La seule chose sur laquelle on peut être d'accord, et qui est un vrai sujet, on va voir comment Barnier s'en sort jeudi prochain pour la présentation de son budget, c'est que si vous mettez en place des impôts qui, au passage, d'après certains, ce serait beaucoup plus de 20 milliards d'euros, on verra, vous cassez la croissance et vous cassez l'emploi. Ça, c'est certain. Quant à jeter en pâture ceux qui gagnent plus de 500 000 euros par foyer par an, je veux bien, mais ça concerne 0,3% des Français. Vous pensez que c'est là-dessus qu'on va faire 20 milliards ça n'a pas de sens. Donc voilà. Donc Darmanin, monsieur le ministre, pourquoi est-ce que vous lancez cette idée-là, alors que vous ne l'avez pas lancée avant, le 7 octobre ? Journée importante s'il en est. Deuxièmement, comment est-ce que vous faites pour financer l'augmentation des salaires des fonctionnaires, l'abrogation des 35 heures? Vous imaginez ce que ça représente? Pour les chefs d'entreprise, c'est un enfer. Je vous le dis. C'est-à-dire que vous êtes chef d'entreprise, vous avez une société de production. Moi, j'ai des employés aujourd'hui, on s'est calé sur les 35 heures, et effectivement, peut-être que les Français travaillent pas assez, et il faut peut-être qu'il y ait un débat autour du travail, qu'on en parle, qu'on prenne le temps, mais qu'on balance pas des idées à l'emporte-pièce. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le cadre légal pour nous, employeurs, c'est de se caler sur les 35 heures et d'évoluer par rapport à ça. Vous imaginez demain s'il faut tout changer? Déjà, excusez-moi, mais ça passera pas auprès des fonctionnaires, premièrement. Ils voudront jamais travailler plus de 35 heures. Et c'est leur idée. Et voilà, je veux dire, ça sera encore les gens dans la rue pendant des semaines et des mois. Bon, ça c'est une première chose. On a besoin un peu de calme social, je pense, dans ce pays, premièrement. Et deuxièmement, je vous le dis, pour des employeurs et pour des patrons, entre guillemets, allez réorganiser tout votre modèle de travail, votre modèle de performance, d'efficacité. Et déjà, il faut qu'on s'en sorte avec le télétravail. Qui est venu à s'instaurer dans les entreprises aujourd'hui, balancer, il faut revenir sur les 35 heures. Il faudrait mettre un terme, parce que c'est très bien que le télétravail, c'est des gros débats en interne dans l'entreprise. C'est une catastrophe au sein des entreprises, c'est une catastrophe en termes de lien social. Le télétravail, c'est parfois souvent la télé et peu le travail. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que par rapport aux 35 heures, ça casse une dynamique d'entreprise aussi, surtout.
Moi, je trouve que, alors là aussi, peut-être pris par l'émotion du jour et de la période, ça veut dire pour moi que Gérald Darmanin hiérarchise aussi finalement cette problématique, quoi. C'est-à-dire qu'il regarde, soit il regarde à courte vue, c'est-à-dire qu'il est à Tourcoing, à Paris, mais il va pas plus loin. Ce qui est quand même terrible pour un ex-ministre de l'Intérieur et quelqu'un qui veut devenir président de la République, parce qu'il s'agit de ça quand même, et qui voulait être ministre des Affaires étrangères, qui plus est. C'est quand même un peu dommage, ça en dit long. Et après, sur le reste, il faut pas s'interdire le questionnement. Mais dans un contexte où il n'y a plus de boussole du tout, rajouter un truc qui est à peine audible parce que plus personne ne comprend ce qu'il raconte et qui, d'ailleurs, dans sa déclaration, il y a même des gens qui lui répondent tout de suite, oui, mais 35 heures dans l'administration, dans le service public, il faudrait déjà qu'on arrive à 35 heures et c'est déjà une mobilisation très forte. Je parle même pas du télétravail qui a été très bien décrit comme télé et moins travail. Après, ça c'est une autre affaire. Après, rappelons quand même pour les Français. L'expression à Xavier Niel, non, ou quelqu'un, non. Enfin, je sais pas. Mais les Français à l'heure travailler. Pour le coup, ils se rattrapent dans le classement. On est plus productif que d'autres à l'heure travailler. Et alors les Finlandais, ils sont pas mal parce que évidemment, ils ont un autre rythme, un autre contexte. Mais nous, on est quand même pas si mauvais sur l'heure travailler. Ça, c'est quand même intéressant. C'est toujours quelque chose qu'il faut pas partout et pas chez tout le monde. Moi, j'ai l'employé du mois pour vous, Lucie Castet. Qu'est-ce qu'elle a pu le job écoutez. Qui continue d'être payé pleinement à la tâche. J'ai pas démissionné de la fonction publique. Je suis toujours fonctionnaire, mais je me suis retirée de mes fonctions à la ville de Paris et je vais me mettre en dispo, et je cherche un autre travail quand même parce que comme beaucoup de gens, j'ai besoin d'un salaire pour vivre. Besoin de bouffer. J'allais vous demander si vous aviez des revenus. Du coup, vous êtes mise en dispo. Donc là, je suis encore sur la toute fin de comme la période de préavis, quoi, l'équivalent de la période de préavis pour les fonctionnaires. Après, je vais chercher un travail. Voilà, donc elle est sur sa période de préavis, mais elle ne travaille pas. Et elle est nettement moins, elle est en dessous des 35 heures, donc par semaine. Elle est sponsorisée par la ville. Elle est sponsorisée par la ville, elle devrait mettre un autocollant, c'est-à-dire qu'en fait c'est ça, sur son maillot. C'est comme le foot. C'est comme le foot. Non, normalement le préavis avec lequel elle nous explique ça, c'est-à-dire que voilà. Elle fait un préavis non travaillé, quoi. C'est un préavis non travaillé, ce qui existe dans le privé, mais je ne sais pas si ça existe dans la fonction publique. Un petit arrangement entre amis. Voilà, c'est tout. Non, mais en tout cas, c'est quand même assez énorme, on est d'accord. Ça m'a proprement sidéré d'entendre ça. Mais pour revenir effectivement à Gérald Darmanin, pourquoi cette interview? Il faut qu'il existe. Mais il faut qu'il existe. Ce qui est incroyable, quand même, c'est que parmi cette bande de petits jeunes là, vous voyez, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, vous savez, Gabriel Attal qui a quand même dit il y a 15 jours dans Le Point, j'ai une histoire à écrire avec les Français. Pardon, Gabriel Attal, il était 6 mois Premier ministre, il a un bilan carbone qui est très très bon puisqu'il a toujours habité le 7e, si vous voulez. Il était à l'école alsacienne, il était à Matignon, c'est vrai qu'il a un bilan carbone qui est bon. Mais enfin, comment ces gens peuvent se permettre de donner des leçons et dire j'ai une histoire à écrire avec les Français? Vous savez, Barnier, il fera ce qu'il pourra. Moi, j'aime bien la façon dont il incarne Matignon aujourd'hui. Mais alors Barnier, il a quand même, pardonnez-moi pour les boomers, un énorme avantage, c'est qu'il a donné un sacré coup de vieux à cette jeunesse. Il a donné un sacré coup de vieux à cette jeunesse un peu arrogante et un peu tonitruante. Et vous diriez que Barnier a donné un coup de jeune à cette... Mais ça vous va pas comme formule de donner un coup de vieux à la jeunesse? C'est pas mal. Il y a quand même on adore la formule. Il y a quand même une différence de génération, Eric, entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal. Mais c'est quand même considérable. Je crois qu'ils ont 15 ans d'écart. Il y en a un qui a fait de la politique depuis plus longtemps que l'autre. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que au lieu d'avoir... Non, mais il a été ministre des Comptes publics pendant 2 ans. Darmanin, maintenant, ça y est, il s'est un grand économiste. Au lieu d'avoir j'allais dire l'intelligence, et c'est un peu violent comme terme, donc je vais dire l'esprit de la part de Gabriel Attal de se mettre un petit peu en retrait, de se dire voilà, j'ai quand même accepté un poste de Premier ministre bien trop tôt. Moi, c'est ma vision des choses. Bien trop tôt, qui m'a un peu plombé, un peu cramé. Là, je vais prendre un peu de recul et je vais me faire un peu oublier des radars. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il veut toujours se montrer à la caméra, toujours donner son avis sur tout. Or, s'il a vraiment une histoire à écrire avec les Français, ce qu'il regarde, je pense que c'est bien de se mettre un peu en retrait et de faire une traversée du désert comme certains l'ont fait avant. Michel Denisot, notre confrère, dit quand tu n'es plus ministre, du jour au lendemain, tu as les bonnes idées pour régler les problèmes que tu n'as pas réglés. C'est plus facile d'être dans l'opposition que d'être dans la majorité. La plus formidable, c'est que, en fait, quand tu n'es plus ministre, tu l'apprends parce que tu t'assois à l'arrière de la voiture et elle démarre pas. C'est un peu ça. Et puis donc ces impôts qui vont augmenter aussi, Eric. Alors, on visiblement. va voir ce que va annoncer jeudi. Mais alors, je lisais un très bon papier dans Le Monde qui se serait procuré des documents. Et en fait, il y aurait une inversion totale. C'est-à-dire que sur les 60 milliards de prévus, ce serait pas 40 milliards de dépenses publiques en moins et 20 milliards de prélèvements supplémentaires fiscaux. Ce serait le
contraire. Alors si c'est ça, je vais vous dire, ça risque d'être quand même très chaud. Et puis, regardez ce qui est en train de se passer sur la facture d'électricité des Français. C'est que la facture, après avoir beaucoup augmenté, refluait, mais dans les cartons, il y aurait l'idée de compenser cette baisse du mégawattheure en augmentant les taxes, c'est-à-dire en rendant pratiquement le mégawattheure aussi cher qu'il l'était pendant la crise. Donc si c'est ça, la France peut devenir jaune. Ouais. C'est ce qui peut se passer. Oui, parce que là, on est sur quelque chose de très facile, effectivement, de très efficace sur la facture d'électricité. C'est comme une, voilà, c'est les TVA. Là, c'est de l'efficacité fiscale. Moi, je suis pas contre. À ce moment-là, il faut baisser ailleurs, si vous voulez. Quand on parle de l'impôt sur le revenu, qui est très peu performant en termes de capacité, si vous voulez, on pense prélever, mais en fait, en ligne, on perd beaucoup. Là, sur l'électricité, sur la TVA, ça marche très fort. Donc, finalement, personne va se priver de le faire. L'électricité, c'est déjà annoncé. C'est-à-dire que pour le coup, c'est tellement simple. On a besoin d'éclairer chez soi, on a besoin de chauffer, on a besoin de tout ce qu'on veut. On va pas contester. Mais par contre, ça va avoir un impact très clair sur le pouvoir d'achat et sur ce qui a été dit. C'est-à-dire que cet hiver qui est déjà... Alors on a besoin de calme, oui, on a besoin de se poser, mais à un moment donné, quand le réel va revenir dans votre poche, ou ce qui manque dans votre poche et par rapport à votre quotidien, là pour le coup, on aura d'autres situations, avec M. Barnier, M. Attal ou qui que ce soit. Non, juste pour revenir sur Darmanin, ce qu'on lit en creux quand même, c'est qu'il ne votera pas le budget recette, enfin le volet budget, le volet recette du budget. C'est ça qu'on comprend. Bien sûr. Enfin, il trouve que l'augmentation de la fiscalité est inacceptable. Oui. Donc comment ça va quand même que un Premier ministre de droite soit contraint de porter des hausses d'impôts. Non mais d'accord, c'est quand même. Non mais ce qui est inacceptable, c'est, pardonnez-moi, c'est la déclaration de Darmanin, c'est-à-dire qu'il veut pas de hausse d'impôts et il propose le coup de baguette magique de passer les fonctionnaires à 37 heures, 38 heures. Mais il a vu jouer ça où? Ça ne compensera jamais. On a besoin d'argent tout de suite. Tout de suite, il faut de l'argent. Donc ils vont le trouver où? Woerth dit il faut trouver 120 milliards dans les 4 ans qui viennent. 120 milliards, ou d'augmentation d'impôts ou de réduction des dépenses publiques. Donc, si vous voulez, ils sont bien gentils à faire de la politique. Mais c'est nous qui allons payer. Ils ont mal géré, c'est nous qui allons payer. Par exemple, c'est très concret. C'est-à-dire que vous avez ça, c'est très facile et ça va marcher très fortement. Mais effectivement, je suis d'accord. Très concret pour les Français qui sont déjà très éprouvés. Et mettre une solution d'augmentation de la fiscalité, qui déplaît d'ailleurs étonnamment au bord gauche de cette association gouvernementale. C'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire les gens de droite au sein de ce gouvernement veulent ça, et de l'autre côté, alors que c'est tout à fait incroyable. Non, mais en tout cas, si Eric le dit, c'est encore plus vrai, puisqu'on a augmentation de l'imposition plus grosse que ce qu'on pensait. Et de l'autre côté, la gauche de cette association n'en veut pas. Merci à tous les quatre. Merci. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons